lendemain de l'attentat, l'appartement de Charb, rédacteur en chef du journal satirique Charlie Hebdo, assassiné le 7 janvier 2015, a été cambriolé. Le 4 juin 2015, dans une curieuse indifférence quasi générale, le célèbre magazine Closer fut à l'origine d'une quadruple révélation importante. Primo, la véritable compagne de Charb depuis mars 2011 et jusqu'aux 2 dernières nuits passées ensemble, se nomme Valérie M., celle dont la commission d'indemnisation des victimes de l'attentat, chargée de répartir 4,2 millions d'euros, avait écarté Bougrab, au profit d'une certaine M., reconnue comme la conjointe de Charb. Secondo, Patrick Pellou, chroniqueur du journal et proche de Charb, n'avait jamais entendu parler de Jeannette Bougrab dans l'entourage intime de son ami. Tertio, l'appartement de Charb avait été fouillé, mis à sac et cambriolé au lendemain de l'attaque de l'hypercachère. Et enfin, Jeannette Bougrab, compagnie autoproclamée de Charb, avait obtenu les clés de l'appartement de celui-ci auprès des parents du défunt, dans la soirée du 7 janvier. Ces informations de Closer sont issues de la consultation de procès-verbaux, issues des auditions réalisées durant l'investigation policière sur les attentats. Mais le problème est la 4e révélation, extraite de la déposition de Patrick Pellou, effectuée le 4 février, et divulguée publiquement le 4 juin, contredit radicalement une affirmation de Jeannette Bougrab, formulée dans son livre publié le 13 mai. De deux choses l'une, soit Patrick Pellou fabule en ayant inventé cette histoire de clé obtenue par Bougrab le soir même de l'attentat, et dans les heures qui ont précédé la fouille de l'appartement, soit Jeannette Bougrab profère une contre-vérité, en affirmant catégoriquement n'avoir jamais eu cette clé. La seconde option est pourtant la plus vraisemblable, au regard des accommodements avec la vérité de Bougrab. Rappelons ici que Laurent, le propre frère de Charb, avait ainsi démenti, dès le 10 janvier, tout lien affectif entre les deux. Dans ce cas, pourquoi Bougrab voudrait-elle dissimuler avoir eu accès au domicile de Charb dans les jours qui ont suivi le drame? Mystère. Un autre fait, souligné à juste titre par Closer, semble désormais assuré. Contrairement à ce qu'elle affirme également dans son ouvrage, Pellou ne connaissait pas sa relation avec Charb. Tandis que le chroniqueur déclarait aux policiers s'étonner de l'attitude Bougrab, qui avait dit être la compagne de Charb, la juriste du Conseil d'État, devenue conseillère culturelle auprès de l'ambassadeur de France en Finlande, écrit noir sur blanc, avoir été réconfortée par Pellou le jour de l'attentat. Enfin, comme caution de bonne foi, Bougrab n'hésitera pas à prendre l'exemple discutable de Caroline Fourest, qui fut la première personnalité publique à évoquer un prétendu lien conjugal entre la militante UMP et le communiste libertaire. Qui aurait cambriolé l'appartement de Charb au lendemain de l'attentat, et pour en emporter quoi? Pourquoi Bougrab, activiste proche des réseaux Sarkozy-Valls-Netanyahou, et militante enflammée de la cause sioniste et anti-musulmane, ment-elle à propos de son accès à ce domicile? Qu'y a-t-elle fait, sitôt les clés remises par les parents de Charb, confiants, naïfs, ou abusés? À cet imbroglio, il faut ajouter un nouvel épisode dont la portée n'est pas encore mesurable, la disparition soudaine d'un témoin capital de l'affaire Charlie, Zora Bougrab, la mère de Jeannette. Atteinte d'un cancer du pancréas, sa mort avait été annoncée par le Figaro et la Nouvelle République dans la matinée du 4 juin, au moment même de la sortie de Closer dans les kiosques. La mort serait survenue quelques heures auparavant, le 2 juin, et ce jour-là, Jeannette Bougrab était descendue au Manos, hôtel 5 étoiles de Bruxelles, pour réaliser une série d'entretiens promotionnels autour de son livre, dans la foulée de ses interviews confortables et accordées aux médias français.
Le 5 juin, en l'église Saint-Étienne de Déol, les obsèques de Zora Bougrab ont été organisées en présence de Denise Charbonnier. Contrairement à son fils Laurent, qui fut à l'origine du démenti catégorique du lien affectif adressé à l'AFP, la mère de Charb semble entretenir des relations cordiales, voire bienveillantes, envers celle qui prétendait avoir été la compagne de son fils. L'an dernier, Zora Bougrab était apparue dans un documentaire réalisé par sa fille, diffusé par Canal+ le 3 décembre 2014, et intitulé « Interdit d'école ». Curieusement, si Jeannette Bougrab n'oubliait pas de dédier le film à sa mère et de remercier bon nombre de ses amis, elle ne fait nulle mention, dans le générique de fin, à celui qu'elle présentera, un mois plus tard, comme l'homme de sa vie. Aucun nom, ni prénom, ni surnom, ou même vague allusion à Charb. En quoi Zora Bougrab serait-elle exactement un témoin capital, mais méconnu de l'affaire Charlie Hebdo? Pour la raison suivante, elle fut, avec son mari Ladar, celle dont les propos devaient figurer dans un rapport de police supervisé par cet homme retrouvé suicidé dans la nuit du 7 au 8 janvier, et qui avait débriefé des policiers envoyés auprès de la famille Bougrab dans la soirée du 7 janvier, où ces derniers avaient fait l'objet d'une protection policière, en raison du lien allégué entre leur fille et Charb. Elric Fredou avait été retrouvé avec une balle dans la tête, alors qu'il devait rédiger son rapport, et passer un coup de fil urgent au sujet de ce débriefing. Mais voilà, l'étau se resserre. Le 25 juin, Le Point avait publié un article relatif à l'amitié singulière de François Hollande et Patrick Pelloux. Un entrefilet, accompagnant le papier, contient une grave accusation. Selon l'auteur de ces lignes, qui semble avoir obtenu plus d'informations que Closer, Pelloux avait directement désigné Bougrab comme la cambrioleuse de l'appartement de Charb. L'accusé dément, mais curieusement, ne menace pas, comme à son habitude, de poursuivre en justice celui qui fut un ami intime de Charb. Si Pelloux dit vrai, une question vient à l'esprit. Quels sont exactement ces éléments matériels que Bougrab, qui n'est pas réputé être en grande précarité, au regard de son dernier séjour dans un hôtel 5 étoiles de Bruxelles, se serait empressé, dès le soir de l'attentat, de dérober chez l'homme qu'elle fréquentait? Cette vidéo que nous voyons auront marqué les esprits. L'auteur des images est un quinquagénaire catalan dénommé Jordi Mir, qui se présente comme un ingénieur consultant et fondateur d'un site de podcasting, entre autres. Curieusement, ce dernier n'accorda qu'une seule interview aux médias, en l'occurrence, l'agence américaine Associated Press. 4 mois plus tard, il refait surface à travers une interview accordée à un étudiant allemand. Le cadre de cette rencontre inattendue est un projet multimédia dénommé « Je reste Charlie » et réalisé par l'Académie Axel Springer, une école de journalisme rattachée au puissant groupe de presse homonyme. Ce baron des médias n'était pas seulement une sorte de Rupert Murdoch en version allemande. Ce chrétien conservateur était également surnommé l'Allemand le plus populaire en Israël, pour avoir orienté, ouvertement et radicalement, la ligne éditoriale de ses journaux de Tel Aviv. Aujourd'hui encore, ses successeurs ont repris le flambeau de l'engagement pro-israélien, au point d'être comme l'actuel PDG du groupe, récemment honoré par la Ligue anti-diffamation, un flux lobby ultrationniste d'outre-Atlantique. D'emblée, le papier de Carl Philipp Walter débute par une grossière erreur, en affirmant qu'il s'agissait là du premier entretien de Jordi Mir depuis l'attentat. Dans le post-scriptum de son papier,
L'étudiant ajoute ceci à son papier. Si on résume, l'auteur de cette vidéo qui avait fortement contribué à sensibiliser l'opinion publique dans les heures qui ont suivi l'attentat, refusait de s'adresser aux médias français, dépeint comme prétendument hostile à son encontre, mais accepte seulement en l'espace de 6 mois, 2 demandes d'entretien, l'une de l'Associated Press, l'autre du groupe Axel Springer. Au détour de son échange avec Walter, Mir reproche au journaliste de l'Hexagone d'avoir diffusé sa vidéo sans son accord. Ceci est un mensonge, et ce tweet de Mir démontre le contraire. Conséquence de ce tweet, Mir l'avait étrangement supprimé de son compte Twitter. Au même moment, son colocataire, Georges Hernandez, disparaissait étrangement de l'annuaire en ligne des pages blanches. Quand l'auteur déclaré d'une vidéo rapidement devenue virale pour émouvoir l'opinion publique et galvaniser la marche historique du 11 janvier, énoncer une contre-vérité après avoir supprimé son tweet relatif à la diffusion consentie de sa vidéo, reste dorénavant à savoir ce que recouvre exactement un tel mensonge. En attendant, les orientations idéologiques de Jordi Mir pourraient s'établir lorsque Caroline Forest est désignée publiquement comme une affabulatrice. Mir vient à sa rescousse en relayant, via Facebook, une tribune en faveur de la serial menteuse. Janvier 2015, à 15h15 très précise. Dans les heures qui avaient suivi l'attentat de Charlie Hebdo, Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, affirma que 3 criminels étaient recherchés. Par ailleurs, afin de favoriser la neutralisation dans les meilleurs délais des 3 criminels qui ont commis cet acte barbare, des conditions dans lesquelles l'ensemble des administrations de l'État se mobilisent de manière à pouvoir assurer la sécurité des Français en tout point de territoire dans ces circonstances particulièrement graves, mais également neutraliser le plus rapidement possible les 3 criminels qui ont été à l'origine de cet acte barbare. Je vous remercie. Le gros problème est que, ce jour-là, par une simple réaction à chaud, relative à une préconnaissance des attentats des autorités françaises, étant donné que les assaillants de Charlie Hebdo étaient au nombre de 2, on pouvait faire l'allusion, celle qui consiste à savoir comment savait-il qu'il y avait déjà Mehdi Koulibaly, le 3e homme de la bande, alors que ce dernier était censé apparaître dès le lendemain à Montrouge, en tuant une agent de police, puis prendre d'assaut l'hypercachère le surlendemain. Mais en réalité, cette allusion sera balayée 1 an plus tard jour pour jour, car, si ce problème est résolu, un nouvel élément d'information va en appeler un autre. Maryse Wolinski, la veuve du dessinateur Georges Wolinski, s'est constituée partie civile pour comprendre les failles au niveau des services de police, comprendre pourquoi les locaux du journal satirique n'ont pas été mieux sécurisés. Elle a été reçue par un juge d'instruction. Je ne suis pas en colère contre ceux qui restent. Je suis en colère en général contre ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu des failles? Oui, il y a eu des failles, bien sûr. Pourquoi il y avait pas une fourgonnette? Pourquoi le GIGN n'a pas débarqué? Il y a eu plusieurs coups de téléphone avant même que les Kouachi arrivent dans la salle de rédaction de différentes personnes de l'immeuble. Par conséquent, on se demande pourquoi ces 3 vététistes qui sont arrivés
alors qu'on parle de 2 hommes masqués, cagoulés, ayant en main des armes de guerre. Il y a plusieurs responsables de ces failles. Donc moi j'ai envie de comprendre. Je me suis portée partie civile. Donc la semaine prochaine je pourrai avoir le dossier. Je vais aller chercher le dossier chez mon avocate. La distance je la prendrai après, quand j'aurai suffisamment d'éléments pour agir une fois de plus. Maryse Wolinski au micro RTL de Marie-Baptiste Duhart. Vers fin août 2015, BFM TV avait diffusé un entretien avec la veuve du caricaturiste, avec un ancien de Bloomberg TV, le journaliste et animateur vedette juif Thomas Misrachi, qui avait évité toute question à propos de sa démarche singulière. Comme en témoigne la vidéo de l'interview, ce sont surtout des interrogations psychologisantes qui ont été formulées, et la problématique relative à l'opacité de l'affaire Charlie était ainsi soigneusement esquivée. 3 jours plus tard, sur RTL, Maryse Wolinski continue d'afficher ses interrogations à propos de l'attentat. Sur RTL, pendant l'été, vous nous aviez dit que vous étiez constitué partie civile pour faire toute la lumière sur ce qui s'est passé ce 7 janvier. Oui. Parce que vous avez un doute sur la façon dont sur ce qui s'est produit précisément, si les choses auraient pu être évitées, c'est ça? Si les choses avaient pu être évitées, c'est ça? Je veux comprendre pourquoi une scène de guerre, c'est une scène de guerre. Absolument. Une scène de guerre a eu lieu dans les bureaux d'un journal satirique. Donc j'ai mené mon enquête. Et d'abord, pourquoi, alors que nous apprenons par le film qui a été diffusé par France 2 que la standardiste recevait de très nombreux appels de menaces, pourquoi est-ce qu'il n'y avait plus de fourgonnettes de police? Le journal n'était plus du tout gardé. Bon, Charb avait son garde du corps, mais qu'est-ce qu'il pouvait faire? D'ailleurs, la question, j'ai interviewé des policiers, et la question est quand même de savoir si les policiers, face au Kalachnikov de ces extrémistes fondamentalistes, ces obscurantistes, qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'ailleurs? Moi je me pose la question. D'ailleurs, vous savez, les policiers de la BAC qui sont arrivés, ils ont été obligés de reculer. Ils sont pas armés pour. Qu'en est-il de sa liberté d'enquêter sur toutes les pistes? Quelles que soient les conclusions, reste à espérer que son beau-fils, Arnaud Champ Ier Trigano, membre zélé de la bande ultra-charliste de Forest, ne puisse la dissuader de continuer. Mais cette fois, cela ne sera pas tout à fait le cas. Sur le plateau de C'est à vous sur France 5, face à un Patrick Cohen, séfarade anti-complotiste acharné, est visiblement mal à l'aise au point de tenter de la freiner au niveau de ses révélations. En parallèle, le 2 février, sur l'antenne de France Info, elle avait maintenu sa révélation au micro de Philippe Vandel. Du coup, cette enquête a suscité de nouvelles questions. Vous parlez par exemple de l'arrivée des Kouachi. Ils ne sont pas 2, ils sont 3. Je suis allée le jour de la réunion de l'instruction, il y avait beaucoup de monde. Alors je me suis dit, il n'y a que 10 familles, qu'est-ce que c'est que tous ces gens-là? Eh bien, c'était des gens qui travaillaient dans l'immeuble et qui avaient été braqués eux aussi, mais dont personne n'a parlé. Mais je le savais pas. Là, il y a plusieurs personnes, non, il y a plusieurs témoignages. Non, pas du tout. Non, mais... Je vous ai lu. non, mais... Oui. Non. On connaît évidemment les coupables, les 2 frères Kouachi, mais vous dites, page 60, qu'il y avait un 3e homme. Vous parlez d'une témoin, Nathalie, qui travaillait dans un truc de théâtre. La Comédie Bastille. En face, au quai des Orfèvres, on lui demandera de ne pas mentionner le 3e homme. Il y a donc le comédien et l'habilleuse donc de la Comédie Bastille, ainsi qu'un ouvrier qui travaillait sur un chantier tout proche, qui a vu 3 personnes sortir de la voiture, un qui conduisait, et puis les Kouachi, les 2 frères Kouachi. Il n'y a pas que ça. Mais c'est quoi cette histoire? Écoutez, là j'ai pas eu de réponse à mes interrogations. En fait, 3 personnes différentes ont vu ce 3e homme. Donc, un des policiers de la BAC a dit qu'il avait vu sortir 3 personnes. Ensuite... On parle d'un homme en scooter aussi.
Oui, et ensuite... Il y a les gens de la Comédie Bastille, donc Nathalie qui est donc l'habilleuse, il y a un des comédiens, Thomas, ils ont assisté à l'arrivée des Kouachi. Il y a une femme qui conduisait une voiture qui a eu un accident avec les Kouachi à un moment, et elle aussi, elle a dit qu'elle avait vu 3 personnes dans la voiture. Il y avait un homme qui conduisait et les 2 frères Kouachi qui sont sortis avec leurs gros gilets pare-balles. Voilà. Mais alors comment expliquez-vous que ces 3 personnes deviennent 2 dans la version officielle? Pour l'instant, est-ce la version officielle? Bah oui, celle qui est donnée par les autorités. C'est donné par les autorités, sauf que c'est encore à l'instruction. Et vous dites qu'un policier demande à un témoin de ne pas en parler. Oui, à Nathalie, justement, l'habilleuse. Je ne sais pas. Alors, je pense que là, on est en train d'enquêter pour savoir. Mais en tout cas, voilà. Depuis la diffusion de ces affirmations, aucun autre média de la presse traditionnelle ne s'était emparé du sujet pour enquêter et interpeller le ministère de l'Intérieur. Rappelons-le, dans les heures qui avaient suivi l'attentat, Cazeneuve affirmait pourtant lui-même que 3 criminels étaient recherchés. Dans la soirée, un jeune lycéen, dénommé Hamid Mourad, était accusé à tort d'être ce 3e homme. Et encore une fois, nous devons cette forfaiture à des ultrasionistes acharnés et qui pourraient bien brouiller les pistes. C'est par le journaliste Jean-Paul Ney, un barbous pro-israélien et anti-arabe, que le nom de Mourad Hamid fut sorti sur les réseaux sociaux. Sur son compte Twitter, il publia un avis de recherche présenté comme venant de la police. Y figurent les noms et prénoms des 3 suspects, ainsi que ceux de leurs parents. Joint par Street Press, ce barbouze assurait tenir son information de source gouvernementale. L'effet boule de neige fut lancé. Le site francophone proche de l'extrême droite israélienne, JSS News, reprenait le document avec un titre faisant fi de la présomption d'innocence. Et dès le lendemain de l'innocence du jeune Mourad Hamid, nouvelle version officielle, seuls les 2 frères Kouachi étaient dorénavant traqués. Reste une question évidente. Qui sont les responsables de la police judiciaire parisienne? Au début de l'année 2015, le directeur de la PJ locale, choisi en décembre 2013 par Manuel Valls, était Bernard Petit, originaire de Tunisie. Son adjoint, en tant que directeur de cabinet, était le juif Richard Atlan, un séfarade d'Algérie. Le 7 janvier 2015, Petit et Atlan s'étaient immédiatement déplacés ensemble sur les lieux de l'attentat. Le point commun des 2 hommes, outre leur naissance au Maghreb et leur éviction, en février 2015, doublé d'une mise en examen dans l'affaire Proutot, c'est la franc-maçonnerie. Répondre à cette interrogation nécessite en amont d'en formuler une autre, curieusement ignorée par la presse classique. Pourquoi ces responsables de la police judiciaire parisienne ont-ils sommé aux enquêteurs de demander à leur tour à des témoins de se taire sur l'existence de ce 3e homme?